Mais tout de suite, mesdames, messieurs, je voudrais qu'on applaudisse bien fort Monsieur Zouher Ladrisi. C'est Zouher, comment ça va? Très très bien. Koshemzian? Chouya? Très très bien. Bon, je suis content de t'avoir parce que c'est vrai qu'avec toi, on permet d'élever le débat, mais aussi de toucher concrètement des choses du doigt. Et c'est vrai que c'est pas facile en matière d'IA. On pense tous avoir des idées préconçues. Je me duplique. J'ai un jumeau qui fait la deuxième partie. Bon, super. Zouher, peut-être te présenter d'abord rapidement? Alors, moi c'est Zouher Ladrisi, je suis consultant en transformation digitale et en intelligence artificielle. Je suis à la tête d'une entreprise qui s'appelle Dia Technologies, qui travaille dans le domaine du digital depuis à peu près 25 ans. Et je suis par ailleurs aussi cofondateur de AI Craft. Bien sûr. Et alors tu as parmi, alors ça c'est l'anecdote si vous ne le savez pas, développé le premier bot d'Arijaphone. Hein. C'est bien ça? Oui, oui. On avait travaillé il y a pratiquement 12 ans sur un sujet qui était à l'époque au niveau de la recherche, donc avec des chercheurs universitaires, et qui a consisté en fait à faire de la reconnaissance vocale intelligente. C'était une des premières applications de deep learning grand public au Maroc. Ça a été fait aussi à travers en fait quelques clients. Et cette solution, il se trouve que par la suite, elle a été, on va dire, vendue à un investisseur saoudien qui l'a développé par la suite au Moyen-Orient. Développement en quelle année? Parce qu'il est très modeste, hein, vous allez le voir. 2013. 2013. 2013, juste 2013, voilà. Non, mais ça remonte quand même, c'était la préhistoire. C'était la préhistoire, voilà, de l'informatique, on peut dire. On va tout de suite poser le cadre. Vous avez vu, j'ai fait un joli dessin. Je me suis amusé avec l'IA. Je voudrais qu'on pose le cadre concret aujourd'hui, Zouher, puisqu'on s'adresse aux patrons de PME, très franchement. Est-ce que nous avons une place à jouer, un rôle à jouer aujourd'hui, et quelle place dans un monde qui est dominé par les GAFAM et qui est dominé également par les BATX, États-Unis, Chine, bien évidemment, et des normes européennes, mais quelle place les PME marocaines peuvent-elles avoir dans ce monde-là, avec l'intelligence artificielle? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est dans ces moments justement de transformation technologique, ces moments de distribution, comme on dit maintenant, c'est là où il y a des opportunités pour des pays émergents. On a vu ça dans l'histoire de l'humanité, on l'a vu à l'invention de la machine, la première révolution industrielle, on l'a vu à la deuxième révolution industrielle, on l'a vu par la suite aussi. Et c'est à ce moment-là, et je rejoins parfaitement Servan qui l'a dit tout à l'heure, c'est à ce moment-là où tout se transforme. On change de façon de faire, de produire de la valeur, de manière de collaborer, d'interagir en société. Et c'est à ce moment-là où il y a des opportunités énormes qu'on peut saisir. Donc un pays comme le Maroc, même si on peut considérer par rapport aux puissances dont on parle, c'est un pays émergent, mais il a un potentiel. Si on adopte l'IA de la bonne manière, à tous les niveaux, donc au niveau gouvernement, au niveau entreprise, au niveau individuel, on a une chance à jouer, on a une carte à jouer pour peut-être jouer, qui sait, la demi-finale de la Coupe du Monde de l'IA dans quelques années. Bon, en tout cas, on a une démographie qui nous permet d'espérer sur ce levier de l'intelligence artificielle. Alors, il faut aussi se dire qu'on a une population qui est jeune, on a des PME qui sont jeunes, et ça ne peut être qu'une chance pour le Maroc. Donc, comme j'ai dit, un pays de 37 millions, 40 millions d'habitants peut avoir la même productivité qu'un pays de 200 millions d'habitants si on fait qu'on augmente de manière individuelle tous les individus, tous les citoyens, mais aussi toutes les entreprises. Comment les PME marocaines elles peuvent tirer profit de l'IA? Je crois que tu nous as préparé quelques petits slides, mais on va résumer un peu l'idée principale. Ouais. Aujourd'hui, quelles cartes sont à jouer? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que et on le disait tout à l'heure en discutant, c'est plus un choix. C'est aujourd'hui quelque chose qui s'impose à nous tous. Donc, on ne peut pas se poser la question est-ce qu'on va y aller ou on ne va pas y aller? Alors, beaucoup de PME aussi se posent la question est-ce que c'est fait pour nous? On est plus petits, est-ce que ce n'est pas plutôt quelque chose où c'est les grands groupes qui vont avoir la capacité de faire? Et on se pose aussi la question est-ce que c'est maintenant ou il faut attendre encore 1 an, 2 ans? Je pense que sur ces 3 réponses, la seule réponse qui mérite d'être, en tout cas qu'on peut avoir, c'est une réponse de se dire ça doit être pour tout le monde, c'est maintenant et on n'a pas le choix d'y aller. Maintenant, pour y aller de manière concrète, il faut commencer par de l'expérimentation, par des use cases. La PME a peut-être des handicaps, mais elle a énormément d'avantages. Elle a son agilité, elle a aussi sa capacité à se transformer rapidement. Et je pense que c'est ça la chance qu'il faut saisir. Si j'ai à résumer, aujourd'hui, faisons faire par l'IA tout ce que l'IA peut faire, sous-traitons à l'IA tout ce que l'IA peut faire, faisons en sorte que
on ait des organigrammes où l'IA collabore avec l'humain, où on a des agents dont on va dire nos organigrammes qui sont IA, faisons en sorte que tout ça collabore pour créer de la valeur. Et là aussi, encore une fois, une PME de 20 personnes peut avoir la productivité d'une entreprise de 500 personnes si elle arrive à bien mettre en place les bons use cases, les bons cas qui vont lui permettre d'évoluer. Je peux donner peut-être... Oui, concrètement, là, je vois justement agents commerciaux, assistants RH, tout ça, c'est possible. Bien sûr. Alors aujourd'hui, pour vous donner un exemple, on peut utiliser un agent IA qui va être capable d'aller chercher les plus, par exemple, les DRH ou les responsables formation au Moyen-Orient, des entreprises qui ont entre 100 et 1000 personnes, et qui va pouvoir leur envoyer une offre en fonction de leur profil, et qui va pouvoir gérer en fait l'interaction avec ces personnes. Donc on peut créer des agents qui vont accélérer l'effort commercial, qui peuvent nous aider dans de l'effort RH, dans de l'effort financier, dans du recouvrement, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? Sous-traiter l'IA, tout ce que l'IA peut faire. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Alors, ça ne sert à rien de jouer, à mon sens, ou de rentrer dans une bataille qui est perdue d'avance. Donc, si on a des choses qu'on peut faire avec l'IA, faisons-les faire avec l'IA. Et encore une fois, la PME peut être très agile à ce niveau-là. Et construisant, il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Design around what AI cannot do ». Ne nous concentrons pas sur ce que l'IA peut faire, faisons faire à l'IA ce qu'elle peut faire, mais concentrons-nous sur les choses sur lesquelles l'IA ne peut pas agir. Et à mon sens, c'est tout l'enjeu aujourd'hui de la transformation que chaque PME doit opérer. De manière concrète, je crée des assistants, je crée des agents qui vont jouer certains rôles et je me concentre sur les sujets les plus stratégiques. Disons-le autrement, on est tous quelque part obligés de monter d'un cran en termes des niveaux et de faire en sorte qu'on utilise l'IA pour toutes les tâches répétitives, chronophages, qui parfois nous consomment énormément de temps en tant que PME et qui font quelque part qu'on n'a pas le temps d'aller faire la bonne stratégie, d'aller agir sur les clients les plus importants et de faire ce qui nous permet de se développer, d'être compétitif à l'international. Alors, est-ce qu'on est tous compétents pour adopter l'IA? Et sinon, comment faire justement? C'est ce qu'on va voir avec toi, Zouhair, notamment, avec ces technologies qui sont incontournables aujourd'hui, à regarder de près, en tout cas dans les 5 prochaines années. Alors aujourd'hui, ce qui est en train d'émerger, bon, cette année, l'année dernière, on parlait d'assistants, cette année, on parle d'agents. Donc la thématique par laquelle l'année a commencé, c'est le Agentic AI. On a vu le lancement de quelques solutions d'Agentic AI en Chine notamment et quelques-unes aussi aux États-Unis et en Europe. Et ça prouve aujourd'hui qu'on va de plus en plus avoir des agents IA qui vont opérer au sein de l'entreprise. Donc c'est quoi la différence c'est quoi la différence entre un assistant et un agent? C'est pareil ou c'est différent? Alors un assistant, c'est comme si on a un stagiaire auquel on va lui poser des questions. Donc par exemple, j'ai besoin d'un assistant juridique qui va m'aider par exemple à rédiger des drafts de contrats. Et donc je peux utiliser un assistant qui a été entraîné sur mes contrats et qui va m'aider à rédiger de nouveaux contrats. Je peux avoir un assistant RH qui va m'aider à rédiger mes fiches de poste, qui va m'aider peut-être à scorer les CV des nouvelles recrues, etc., etc. Un agent, il a, au-delà de la capacité, on va dire, d'IA basique, il a un certain nombre de pouvoirs ou de capacités ou de compétences. Donc il est capable d'aller se connecter sur différents sites, peut-être de générer des appels automatisés. Il serait capable aussi peut-être de faire du code, donc de générer des pages, des sites. Il serait capable d'avoir d'autres types de compétences. Et donc un agent, c'est un peu plus avancé. Je vais vous donner un exemple très simple. Oui. J'ai fait un exercice hier sur un outil d'IA agentique qui s'appelle GenSpark. Et cet outil m'a permis, donc, en quelques minutes, de sortir une base de données de tous les investisseurs de type soit Angel Investor ou de type VC. Donc une PME, si elle a besoin d'argent pour se faire financer. Donc il m'a sorti une liste d'une centaine d'investisseurs, très early stage, dans des startups ou des PME, dans la région MENA. Et donc en quelques minutes, en 10 minutes, 10 minutes. J'ai une liste de 100 contacts avec leur profil LinkedIn, avec leur contact téléphonique ou adresse email s'il est disponible. Et donc ça peut permettre d'aller très vite, par exemple, si on a besoin de lever d'argent ou de se faire accompagner. Bien sûr, ça c'est juste un exemple, mais on peut envisager d'autres types d'applications de l'Agentic AI. Alors, peut-être autre mot-clé qui est aujourd'hui de plus en plus important, c'est ce qu'on appelle Adaptive AI. Alors,
C'est quoi? Ouais. Alors, l'agentic AI, on donne des capacités à l'IA pour faire d'autres choses. Sauf que l'IA, telle qu'aujourd'hui elle a été construite, c'est des algorithmes de machine learning, de deep learning, donc on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est des algorithmes qui ont été entraînés une fois et qui ne vont pas pouvoir réagir à des circonstances exceptionnelles ou à de nouveaux changements. Donc l'Adaptive AI, c'est une IA qui va mélanger de l'IA classique avec l'agentic AI. Donc c'est des nouvelles formes d'IA qui vont être capables d'apprendre, de s'adapter et de s'améliorer avec le temps. Donc c'est une IA qui est capable de changer son code. Donc elle apprend toute seule. Elle apprend toute seule et elle peut au fur et à mesure s'adapter à des changements de situation. Alors dans des domaines classiques, ça peut être utilisé par exemple quand on veut faire la détection de fraude par exemple ou la détection dans la cybersécurité d'attaque, mais on peut l'utiliser aussi en mettant en place des systèmes qui vont non seulement, alors je reviens par exemple à mon exemple de génération de leads, de prospects. Je peux avoir une IA adaptive, ce qu'elle va faire, c'est qu'en fonction du taux de conversion de mes prospects, elle va au fur et à mesure changer d'algorithme, changer de cible pour pouvoir aller cibler ceux que j'arrive à convertir le plus et donc qui sont plus adaptés par rapport à mon business. Et je vois qu'il y a des robots. Intelligent Robotics. De quoi il s'agit? Alors, aujourd'hui, on commence à avoir des robots au Maroc aussi, dans des restaurants, dans des événements, etc. Mais ce qu'on commence aujourd'hui à construire aussi, c'est des robots équipés justement de toutes les capacités IA aujourd'hui existantes et émergentes, donc, qui sont capables de dialoguer en langage naturel avec l'humain, dans toutes les langues. On a vu des robots aujourd'hui parler anglais déjà. Ouais. On commence à voir aujourd'hui des robots qui vont être capables de devenir des sortes d'assistants au quotidien. Donc des robots alimentés à l'intelligence artificielle. Voilà. Et certains disent que ça pourrait coûter 2 000, 3 000 $ dans quelques années. Alors, on a commencé déjà à avoir des entreprises chinoises qui proposent des tarifs de l'ordre de 3 000 à 5 000 $. Déjà aujourd'hui, 3 000, 5 000 $. 3 000, 5 000 $. Ouais. On a eu Elon Musk qui avait annoncé Optimus il y a quelques mois, on était sur des niveaux de 25 000 à 30 000 $. Il y a eu par la suite des annonces d'autres sociétés qui ont parlé de robots à 10 000, 12 000 $. Mais aujourd'hui, avec la baisse du coût de la technologie, parce que ça aussi c'est une nouveauté, début d'année, DeepSeek est lancé en Chine et on arrive, alors on peut contester l'affirmation, mais on arrive à avoir des IA qui sont accessibles aux PME parce qu'ils sont open source et leur entraînement ne coûte pas très cher. Deuxième changement, c'est la data. Avant, pour l'IA, il fallait énormément de données pour se faire entraîner. Elon Musk, en mars, il lance son dernier modèle et 50% de la donnée sur laquelle elle est entraînée, c'est de la donnée synthétique qui a été générée elle-même par l'IA. Et donc, tout ça fait qu'on a une accélération, une baisse des coûts et une amélioration des performances qui peut faire qu'on peut avoir de la robotique avancée très prochainement. Je pense que c'est des horizons aujourd'hui de 3 à 5 ans où on pourra avoir de la robotique très grand public. Donc on va en avoir à la Coupe du Monde 2030. Inch'Allah. On aura peut-être Une équipe de robots qui va jouer. Une équipe de robots 100% PME, ça peut être pas mal à côté d'un stade. Les compétences essentielles, parce que forcément ces robots, ces IA, ces agents IA, ça pose beaucoup de questions ouvertes sur les compétences à privilégier aujourd'hui pour nous humains. Alors, il y a le World Economic Forum qui avait parlé il y a quelques années et qui a continué qui vient de le répéter dans un rapport qui s'appelle Future Jobs 2025, qui a parlé des 5 C's. Les 5 C's, c'est la créativité, c'est le complex problem solving, c'est le critical thinking, c'est la collaboration et la communication. Alors, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est d'abord de retenir 2 compétences fondamentales, la créativité et le complex problem solving. Et ajouter à ça, on peut ajouter la capacité de commander l'IA. Je pense qu'aujourd'hui, une compétence fondamentale d'aujourd'hui, c'est aussi savoir prompter, mais pas que prompter, c'est aussi savoir orchestrer entre plusieurs outils d'IA. Et ça, c'est une capacité de leadership, de commande qu'on a besoin d'avoir. Alors, je vous donne juste un exemple très simple pour être très concret. Pour faire une présentation commerciale, dans le passé, ça peut nous prendre peut-être une semaine pour aller faire cette présentation. Aujourd'hui, on peut partir, on utilise GenSpark, un outil qui contient une solution qui s'appelle Slides AI, qui permet de générer des slides très bien faits. Sauf qu'avant d'aller sur l'outil pour générer le prompt, on peut aller sur ChatGPT et lui dire « Génère-moi un prompt pour GenSpark pour faire une présentation commerciale relative à mon activité, voici les éléments. » Il peut générer le prompt et ce prompt peut être saisi sur GenSpark. Et encore une fois, là je parle du premier niveau, après on aura peut-être de l'orchestration automatisée
de ce type de travail. Donc, commander l'IA, avoir le leadership de gérer plusieurs outils, plusieurs agents et de pouvoir interagir avec elle, c'est une compétence fondamentale. Et la dernière compétence qui est très critique aussi, c'est le contrôle, parce que l'IA c'est bien, mais elle peut se tromper, elle peut halluciner, elle peut avoir un biais. Et donc le fait de garder du contrôle, du critical thinking, de l'humain, human in the loop, de l'humain dans la boucle, est fondamental pour nous. Alors, Zouer, on arrive à la dernière partie, cette vision à long terme justement, avec notamment l'avenir des PME qui se dessinent, notamment des PME marocaines. Et forcément, ça invite à repenser le rôle aujourd'hui des dirigeants, des entrepreneurs. Tu as parlé effectivement des managers, tu as parlé également de tout ce qui est aujourd'hui disponible sur le marché en termes d'outils IA, mais il faut organiser tout ça, il faut structurer tout ça. Et c'est le dirigeant, j'imagine, le patron de PME, qui doit être en tout cas à l'initiative pour pouvoir tirer vers le haut son équipe. Exactement. Alors, je me suis permis d'utiliser le terme crafter parce que c'est un terme, ça va au-delà, entre parenthèses, du terme, on va dire, de l'anglicisme, on va dire. Oui. Aujourd'hui, au Maroc, on est tous quelque part petit-fils d'artisans. Le Maroc est un des pays les plus anciens en artisanat. Les plus vieux outils d'artisanat ont été découverts au Maroc et ça date de plus de 100 ans. Donc dans notre mindset, on est quelque part artisan. Et le fait de réussir dans l'IA nécessite de prendre modèle sur la manière avec laquelle l'artisan agit au quotidien. Et c'est une manière qui allie créativité, forcément, rapidité, agilité, c'est très important, mais aussi focus, technicité, mais aussi empathie et résilience. Et donc ces éléments fondamentaux peuvent constituer les guides pour un directeur de PME, pour un fondateur de PME, pour réussir à l'ère de l'IA, c'est adopter ce mindset agile, rapide, créatif, résilient, empathique du crafter. Bon, et si on n'est pas expert en tech, mon très cher Zouer, est-ce qu'on a une place ou pas? Est-ce qu'on a une place pour pouvoir savoir manipuler cette intelligence artificielle? Alors, ce qui s'est passé il y a 2 ans, et c'est ça ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on est passé d'une IA qui était propre au laboratoire, au grand groupe, à une IA qui est beaucoup plus accessible. Donc on n'a plus besoin, on est aujourd'hui dans une IA d'usage, on est dans une banalisation, dans une généralisation, dans une globalisation de l'IA, qui fait que finalement la barrière de la technicité est moins importante aujourd'hui que par le passé. Donc quelqu'un qui a une bonne culture générale, qui maîtrise le business, qui maîtrise son métier, qui a des bonnes idées, il va profiter beaucoup plus que quelqu'un qui a la compétence technique, mais qui n'a pas tout le savoir-être, on va dire, tout le bon mindset qui va permettre d'accompagner. Donc, au contraire, aujourd'hui, moi je connais des directeurs de PME qui ont installé des outils, par exemple d'agentic AI comme N8N ou True AI, et qui ont fait sans aucune connaissance de code, ils ont fait leur première automatisation pour se faire aider, pour automatiser certaines tâches qui leur prenaient énormément de temps. Et en gagnant ce temps, ils l'ont réinvesti sur des sujets beaucoup plus stratégiques pour leurs entreprises. Alors, on en vient justement au conseil pour s'adapter à cette transformation, cher Zouer. Quel conseil il faudrait donner à des dirigeants de PME qui nous écoutent et qui vont nous voir, qui vont nous regarder dès demain dans le replay? Bon, je me suis permis d'utiliser intelligent, mais c'est quelque chose qui nous parle tous. Je pense que malgré tous les risques qu'on peut envisager ou imaginer, je pense que ce qui est important au début, c'est une ironie affiliée. Ça, je pense, c'est un élément fondamental. Parce que de toute façon, ça va s'imposer à nous. Oui. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on construise sur, contrairement aux révolutions passées qu'on a pour certaines ratées, je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on prenne ce train, qu'on le prenne au bon moment. Et c'est pour ça que j'ai commencé par le terme d'ironie affiliée. Mais je voulais aussi dire qu'il faut qu'on hire AI agents, recruter des IA. Faites parmi vos plans de recrutement dans les 3 prochains mois, pensez à recruter des agents IA. C'est fondamental parce que ça va vous aider. C'est des gens qui vont être pas très cher payés, qui ne vont pas être exigeants en termes de salaire et qui vont peut-être vous faire gagner beaucoup de temps. Donc, hire AI agents. Et je termine sur la phrase que j'ai dit tout à l'heure, design around what AI can do. Ça ne sert à rien de rentrer dans une... C'est comme une calculatrice, on ne va jamais se battre, ça ne sert à rien de se battre contre une calculatrice, elle va toujours être
on va dire, plus performantes en calcul que nous. Par contre, concentrons-nous sur ce que l'IA ne sait pas faire et construisons de la valeur ajoutée là-dessus. Bon, je vous ai dit, hein, avec Zouer, ça vole très haut et on touche du doigt des exemples précis. Tous les exemples qui ont été cités, bien évidemment, demain, vous allez les retrouver dans le guide pratique qu'on va vous envoyer par mail. C'est la séance questions-réponses. Alors allez-y, n'hésitez pas à profiter. On a 10 minutes ensemble avec Zouer pour poser des questions. Qui va se lancer en premier? Sinon, je vais vous chercher au corps à corps. Monsieur, bonjour. Je vais vous demander de vous présenter. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir, donc, c'est Moumen Driss, expert comptable. Donc, premièrement, je tiens à remercier toute l'équipe et Sidouer pour la présentation. J'ai juste une question parce que, en parlant de l'IA, moi ça me fait peur, honnêtement. Moi je suis expert comptable, je suis technicien, je sais que, je pense qu'il parle de 2030, que notre métier va plus ou moins disparaître. Maintenant, ma question, quelles sont les compétences clés qu'il faut développer pour rester compétitif ou là pour survivre dans un monde où l'IA va régner plus ou moins? Merci. Zouer. Allez, 2 minutes et puis ensuite on prend la deuxième C'est question. une question très importante. Encore une fois, je vais juste dire deux choses. C'est que ça serait très difficile pour qui que ce soit de prédire comment les choses vont évoluer. Et encore une fois, même le terme expert, aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'en fait, la réalité, on apprend tous aujourd'hui dans le processus. Donc, on ne sait pas comment les métiers vont évoluer. Par contre, le constat, je pense, global, si j'ai à résumer, je vais le dire en déjà. Si demain on veut survivre dans une ère où l'IA est généralisée, il faut que, quels que soient les métiers, moi je pense que très peu de métiers vont disparaître. Je pense qu'il y a beaucoup de tâches qui vont disparaître. Il y a une étude de McKinsey qui a montré qu'à l'horizon 2027, 70% des tâches qu'on fait aujourd'hui vont disparaître. Ce qui est énorme. S'il y a 70% des tâches qui vont disparaître, c'est-à-dire qu'on va devoir changer pratiquement les 2/3 de ce qu'on fait aujourd'hui et la manière avec laquelle on travaille au quotidien aujourd'hui. Donc, je vais vous donner un exemple très simple pour lier au métier à votre métier. Avant, dans le métier des métiers financiers, il y avait beaucoup de calculs. Et on devait être très précis, très fort en calcul. On devait être très fort en utilisation de calculatrices, etc. Depuis la révolution déjà digitale, depuis 25 ans, 20 ans on va dire, le comptable va aujourd'hui se reposer sur des ERP, sur des outils qui vont aujourd'hui faire beaucoup de choses à sa place. Mais le métier est resté. Il a changé de prérogative, il a changé de façon de travailler, mais le métier lui-même, il est fondamental. Donc dans la majorité des métiers, ce qui va se passer, et je pense que a priori ça doit être la majorité des métiers, ce qui va se passer, c'est que peut-être le métier ne va pas disparaître, trop probablement le métier ne va pas disparaître, mais 70% des tâches de ce métier vont disparaître. Donc tout l'enjeu, c'est comment on doit remonter le niveau pour ne plus être sur des choses Chronophages. chronophages, répétitifs, parfois pas forcément à très forte valeur ajoutée, et se concentrer sur les tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée et sur lesquelles l'apport humain est fondamental. Donc aujourd'hui, par exemple, si je prends dans des sociétés quelqu'un un directeur financier, il va devoir être beaucoup plus dans une logique prédictive et de pilotage financier de l'activité que dans une logique où il gère de l'administratif, de la saisie ou du suivi, on va dire, des écritures comptables, financières, etc. Donc tout l'enjeu, à mon sens, et à mon sens, il ne faut pas avoir peur parce que l'humain a toujours su s'adapter. Il y a eu déjà une révolution il y a 25 ans et qui s'est renforcée sur les dernières années avec la digitalisation. Je pense que beaucoup de métiers ont changé fondamentalement. Prenez juste le médecin, et là aussi je vais donner un exemple et je vais revenir sur ça. Le métier du médecin a changé et va encore changer. Donc si avant une partie importante de la consultation c'était le diagnostic, il y a eu des études récentes qui ont prouvé que le diagnostic avec l'IA est à 90% précis, alors qu'un médecin normal ne va pas dépasser 70% de précision du diagnostic. Donc le médecin va se reposer sur l'IA pour faire un meilleur diagnostic, mais il va peut-être se concentrer sur des choses que l'IA ne va pas faire. Il va essayer de mieux empathier avec le patient, comprendre le contexte, parce qu'une maladie est due à un contexte socio-psychologique,
psychosociologiques qu'il a besoin de comprendre et sur lesquels il peut éventuellement agir, il peut accompagner de manière beaucoup plus importante, au lieu qu'il réserve aujourd'hui sur le temps de la consultation 10 minutes au diagnostic et 1 minute à l'accompagnement psychologique, peut-être qu'il va faire Il va 10 minutes accompagner. sur le diagnostic et 10 minutes sur l'accompagnement et sur le soutien psychologique. Allez, une deuxième question, profitez-en. Bonsoir monsieur. Bonsoir, Tarek Bostros, directeur de la société Capital Bank. Donc, nous sommes en bureau d'études. Je vous demande comment est-ce qu'on fait des métiers de conseil, c'est-à-dire des études stratégiques, surtout dans le développement durable, Je vous tiens le micro. Voilà. Et donc, je me demandais, est-ce que l'IA, surtout la deuxième partie, vous avez partie de deux temps forts actuellement, il y avait l'assistance et puis comment ça s'appelle? Les agents. Les agents. Les agents, voilà. Alors je me demandais, dans la partie diagnostic par exemple, la première étape, c'est la recherche d'informations et tout ça, est-ce que l'IA peut faire un travail, on va dire, plus ou moins élaboré? Parce que d'après mon expérience, je crois, moi, dans mon bureau, on l'utilise comme étant un assistant. Mais on n'arrive jamais, on ne trouve pas la touche de l'IA, tout simplement. Vous avez utilisé quels outils? ChatGPT principalement et Claude. Merci. Alors, je vous réponds de manière très claire parce que, par ailleurs, je fais beaucoup d'émissions de conseil à l'international, avec la Banque mondiale, avec la BERD et d'autres. Aujourd'hui, une grosse partie du travail en amont, donc de recherche, de benchmark, d'analyse, on va dire, de l'état des lieux, etc., il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui avec l'IA. Et c'est peut-être pas les bons outils. Donc aujourd'hui, Manus, par exemple, est un très bon outil. Manus.ai est un très bon outil aujourd'hui qui permet de sortir une étude. Alors je vais vous donner un exemple. Faites l'exercice. Encore une fois, je ne suis pas là pour faire de la pub aux outils. Je vous donne tous les outils. GenSpark est un concurrent. Donc je prends Manus comme un autre exemple. Avec Manus, on peut générer une étude d'une 50aine de pages qui va faire le benchmark de, par exemple, l'utilisation de l'IA dans le secteur financier au niveau mondial. Donc Manus, M-A. NUS. Ok. Je peux vous donner un autre exemple. Je veux faire un benchmark de toutes les stratégies pays dans le domaine énergétique, par exemple, d'énergie renouvelable. Je peux sortir en 5 minutes une étude d'une 50aine de pages qui couvre 20 pays et qui va me donner un benchmark avec des tableaux, avec des graphes, en utilisant. Alors, au-delà de Manus, il y a deux outils que je peux recommander. Aujourd'hui, les outils de Deep Research, par exemple, de Google, Deep Research de Google, permet de faire la même chose. Il y a un outil de Stanford qui s'appelle Storm, qui permet de faire la même chose. Storm. Donc, vous cherchez Storm Stanford, et cet outil permet aussi de sortir. Et je peux encore une fois compléter, ça va au-delà de ça. Je peux vous donner un exemple très simple. J'ai eu, dans le cadre d'une mission en Arabie Saoudite, à évaluer 3 fournisseurs dans un domaine technologique pointu. Je parle de fournisseurs qui sont dans le domaine de l'IA, qui sont des fournisseurs de l'agence AI saoudienne, et il fallait évaluer de manière très précise et très détaillée leurs offres. Et on parle d'offres de quelques centaines de pages. Et donc, ce travail, dans le cas normal, aurait nécessité un minimum de 2 semaines pour pouvoir analyser dans le détail les différents documents. Alors, justement, avec GenSpark, en pratiquement 1 heure, mais avec beaucoup d'allers-retours, et il y a aussi beaucoup de vérifications, parce qu'il y a une question éthique. Donc, il faut vérifier, il faut lui demander de nous donner pour chacune des slides des sources, mais il a été capable de nous sortir 15 slides avec des graphes radio de comparaison des 3 fournisseurs, avec des graphes de comparaison financière des offres des fournisseurs, et avec une recommandation, avec une notation et une recommandation. Et bien sûr, il fallait que je lui donne les critères sur lesquels je vais baser l'évaluation. Il fallait que je le guide en lui demandant de me donner à chaque fois qu'il me donne une information, quelle est la source, les paragraphes qu'il a utilisés pour pouvoir sortir ces informations. Et donc ça, c'est un exemple qui aurait peut-être pris, encore une fois, en cas normal, 2 semaines. Ça s'est fait en 1 heure. Donc on est une foison d'exemples. Allez, on va prendre encore 3 questions. On va aller vite, Zouer, parce qu'il nous reste très peu de temps. Je vais aller vers le fond, monsieur, j'ai vu votre main, ne vous inquiétez pas. Bonsoir. Bonsoir, Kérim Mohamed. Je suis dans le secteur de location de mobilier et matériel événementiel. Ma question, elle rejoint un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Par rapport aux outils IA, je pense qu'il y a énormément d'outils IA. Je pense
la majorité de nous, on utilise majoritairement ChatGPT, mais je sais qu'il y a beaucoup d'outils qui peuvent être intéressants. Ma question, c'est comment savoir quel outil on peut utiliser par rapport à un secteur d'activité. Et une autre question qui rejoint est le coût de ces outils-là. Est-ce que c'est des outils qui nécessitent des abonnements? Le coût que ça va nécessiter. Merci. Zouer, je te lance un défi. Tu as 1 minute 30 chrono. Comme ça, on prend un maximum de questions. Une minute. Alors, sur la partie curation, bon, il y a des entreprises qui le font. Je me permets juste de dire que dans le site de AI Crafters, il y a une partie publication dans laquelle, par exemple, il y a une curation. Alors, ce n'est pas les seuls, vous allez trouver peut-être beaucoup d'autres sur Internet, mais une curation des 100 meilleurs outils. Et dans chaque outil, il y a une curation par type d'activité. Donc, si je suis dans la partie multimédia, si je suis dans la partie rédaction, etc. Et donc, ça peut être un outil parmi d'autres, mais beaucoup aujourd'hui de monde publient des sélections. Alors, ces curations, généralement, elles sont basées sur des tests. Donc, c'est des équipes de lab qui font des tests continus de tous les outils qui sortent et qui vont choisir les meilleurs outils en disant quels sont les cas d'usage. Mais combien ça peut coûter en tout? Si je prends 10 outils, 15 outils, combien en moyenne une PME a besoin d'outils? Ouais. Ça dépend le secteur d'activité, ça dépend son portefeuille. Ça dépend. Alors, pour vous donner un exemple, bon, quand on parle de ChatGPT, des outils de ce type, on parle de quelques abonnements de quelques dizaines de dollars, Oui. vingtaines de dollars. Et ça monte, hein? Ça monte tout doucement. Ça monte. Tout dépend de quel niveau d'usage on veut. Parce qu'il y a des abonnements aussi à 200 dollars chez Google, Gemini ou ChatGPT. Mais il y a des outils par métier qui sont sur des ordres de grandeur différents. Après, ça dépend. Sur le multimédia, par exemple, on est sur des logiques de token. Et ça va être en fonction de combien de vidéos je vais générer. Sur les outils d'agentic AI, c'est la même chose. Donc, pour vous donner un exemple, sur un abonnement de 200 dollars, par exemple, on peut, sur un mois, générer quelques vingtaines ou trentaines d'études très détaillées avec des présentations et tout ça. Alors, une question de madame. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, je m'appelle Hajar. Je suis gérante d'une entreprise nommée DigiWallet pour l'essayage virtuel. Alors, ma question, c'est à propos de c'est quoi les types de AI, normalement des agents AI que vous utilisez quotidiennement en tant que gérant? C'est ma première question. Par rapport à ma deuxième question, est-ce que vous préférez l'achat d'abonnements ou bien de recruter quelqu'un qui maîtrise les outils AI? Ah, très bonne question, mon cher Zouer. Je vais encore te demander 30 secondes cette fois, si le temps avance. Alors, il y a beaucoup d'outils d'agentic AI. Encore une fois, ça va du plus simple que n'importe qui peut utiliser à des choses un peu plus compliquées, puisque quand on veut monter des architectures agentiques plus développées, donc on va partir sur des outils comme AI. Il y a des outils aussi d'automatisation avec des éléments agentiques comme N8N, qui est open source, qui peut aussi être utilisé. Mais quand on est sur l'usage au quotidien, on va utiliser des outils. Alors, il y a, comme j'ai dit, il y a des centaines d'outils d'agentic AI. Des plus généralistes, j'ai pris le cas de Genspark ou Manus, mais on a aussi des outils spécifiques à des métiers, donc dans le commercial, dans la gestion de projet, etc. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux recruter moi, je pense, de toute façon, c'est complémentaire. C'est-à-dire que, idéalement, il faudra que dans chaque PME, il y ait un champion de l'IA dont le rôle, c'est de faire ce travail pour le compte du dirigeant. Mais c'est important aussi que le dirigeant s'implique. C'est pour ça que je parlais de crafter. C'est changer de façon de faire pour essayer à chaque fois de construire son outil de travail. Soyons des artisans. Monsieur, je ne vous ai pas oublié. Je vous rappelle juste que vous aurez l'occasion également tout à l'heure de poser des questions puisqu'on va réunir nos 3 speakers. Monsieur, bonsoir. Salam alaikum. Farid Chabli, fondateur de Next Home Hospitalité. On est le secteur du tourisme. Avant de poser ma question, je voudrais déclarer que M. Vichen, fondateur de Van Valley, avait déclaré il y a quelques semaines que le Maroc est classé au premier rang d'utilisation de ChatGPT. Ma question est comment l'IA va relever le défi pour l'administration publique, sachant que les données ne sont pas synchronisées et les procédures sont trop lourdes. Dernièrement, on a galéré pour avoir des autorisations et c'est vrai que l'IA nous a aidé dans les procédures de A à Z, mais quand on est à l'administration, les informations sont asynchrones et les procédures sont encore lourdes. Donc l'administration a un long parcours pour la digitalisation et encore moins l'IA. Je sais ce que tu vas répondre, mon cher Zouer. Je sais que l'IA aujourd'hui, elle peut recomposer des données. Non? Je te connais par cœur. D'abord dire que l'intelligence artificielle ne va jamais résoudre les problématiques de bêtises humaines. Donc, oui, déjà. Ça oui, c'est la base. Quand on a des problèmes de process, quand on a des problèmes de digitalisation de base,
l'IA ne va pas venir. L'IA vient au-dessus d'une plateforme ou d'un système qui capture de la donnée, qui en principe devrait être déjà un peu agile, ou en tout cas à un certain niveau de facilité. Donc, je comprends parfaitement, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi l'administration qui est en train de s'y mettre. Donc, pas mal de ministères, pas mal d'organismes publics sont en train aujourd'hui aussi d'essayer de s'y mettre, de lancer leurs propres outils. Aujourd'hui, la question de la donnée, effectivement, est posée, mais il y a beaucoup d'autres alternatives. Et il y a la possibilité aussi de monter des outils en interne. Donc là, j'ai parlé des outils grand public. On n'est pas forcément là pour recommander les outils grand public, mais on peut aussi avoir de l'IA installée dans le contexte de l'entreprise et on peut la faire entraîner aussi par de la donnée en partie interne, en partie externe et en partie synthétique aussi. Merci Zouher Ladressi, vous pouvez applaudir s'il vous plaît.